j'ai un peu un double objectif dans ce séminaire, d'abord de raconter une histoire qui date de très longtemps, comme on va voir. Elle était avec une sorte de polémique, ou au moins une discussion entre trois grands auteurs, Newton, Leibniz et Herens, ou Huygens, on dit plutôt en France, et qui s'est prolongé, et qui a eu des développements récents tout à fait intéressants, il y a 2-3 ans. Et d'autre part, j'aimerais bien montrer, à l'occasion de cette histoire, de manière un peu transverse, le rôle qu'ont eu les philosophèmes dans cette histoire, en fait, un rôle tout à fait non négligeable, et non seulement les philosophèmes, mais toute une partie de cet arsenal heuristique des mathématiques dont on ne parle pratiquement jamais dans la citation officielle, et qui contiennent beaucoup de choses. On entend beaucoup parler de conjectures et d'analogies, mais on entend très peu parler de philosophèmes ou de dictionnaires, par exemple. D'ailleurs, ça manque beaucoup en mathématiques, etc. Donc j'aimerais parler aussi de ces choses-là. Et je pense qu'il revient un petit peu à faire d'une pierre deux coups, comme on dit en français. J'étais au Bord-Wolfart dans un séminaire très international. Je me suis rendu compte que cette expression d'une pierre deux coups existe à peu près dans toutes les langues du monde, avec des variantes et des images très différentes, soit militaires, soit de la chasse. Mais en fait, c'est une chose qui est censée être quasiment impossible, et j'espère que vous serez indulgents. Donc mon histoire commence avec Newton, Principia. Donc, voilà. Et nous avons la chance en français d'avoir une traduction du latin par Marquise du Châtelet, qui est absolument magnifique. C'est la langue de Voltaire au service de la science de Newton, et elle avait aussi Clairaut à droite, Voltaire à gauche, et donc à trois ils ont fait. C'est un chef-d'œuvre littéraire, un chef-d'œuvre scientifique à la fois. Donc je vais tout de suite commencer par le début de mon histoire, qui est le lemme 28 des Principia. Je vais recopier ici. Donc, dans le texte de la marquise, les parties quelconques de toute figure ovale, déterminées par les coordonnées ou par d'autres droites tirées à volonté, ne peuvent jamais être trouvées par aucune équation d'un nombre fini de termes et de dimensions. Alors peut-être je fais, dans les Principia, comme chacun sait, il y a énormément de figures, enfin énormément, une bonne quantité de figures, mais pour ce lemme, il n'y en a pas. Et c'est un peu dommage parce que la démonstration qui est donnée est assez succincte et très impressionnante. Et il n'y a pas de. Donc, on prend un ovale. Qu'est-ce qu'un ovale? C'est la question. Enfin, on imagine intuitivement quelque chose comme ça. Et on prend des droites tirées à volonté. Donc, on s'intéresse à une sorte de section de cette ovale, voilà. Disons qu'on fixe cette droite comme ça. On s'intéresse à la partie, par partie quelconque, il entendait, c'est clair dans le texte et c'est clair dans la discussion qui a eu lieu après, il entendait l'air en fait de la partie découpée par, je mets un petit A pour l'air, par deux droites quelconques. Voilà. Donc ce qu'il dit, c'est que cet air ne peut pas se calculer par aucune équation d'un nombre fini de termes et de dimensions, ça veut dire par une équation polynomiale en termes modernes. Donc, voilà. Donc la direction, alors ce qu'il considère, c'est la direction de la droite, en fait, pas l'angle, mais la direction, donc tangente, si vous voulez. Donc cet air ne dépend pas, quand vous faites varier la droite, par exemple, fixez cette droite, vous faites varier l'autre droite, l'air qui est découpé, il est impossible de l'exprimer de manière algébrique en termes de la direction de cette droite. C'est l'un des premiers lemmes de transcendance de l'histoire. Ce n'est pas tout à fait le premier. Très peu de temps avant, Leibniz avait démontré quelque chose de beaucoup plus simple. Ça. Lemme de transcendance. Newton. Alors, transcendance n'est pas un anachronisme, puisque ce terme a été introduit par Leibniz très peu de temps avant.
très intéressant d'ailleurs, le mot transcendance aussi connoté théologiquement et philosophiquement, est introduit par Leibniz dans ce contexte. Et Leibniz, son premier résultat, il a démontré que les fonctions trigonométriques sont transcendantes. Transcendantes, ça veut dire ne satisfont aucune équation algébrique, ne sont pas calculables par aucune équation d'un nombre fini de termes et de dimensions en termes des données. Qu'est-ce qu'on appelle Oval ici? C'est 300 ans de discussion, je vais en parler. Mais la question est très bonne, mais ça introduit 300 ans et on a fini par le savoir grâce à Arnold dans les années 90. Je vais en parler. C'est un point délicat. Donc, vous voyez que j'ai mis en plus gros les points délicats, ovales, et jamais aussi. Alors, d'abord, je voudrais expliquer pourquoi il y a ce lemme. Et au début, d'ailleurs, au début de Principia, c'est dans le livre 1, donc c'est après les définitions, mais c'est au moment où il explique sa méthode des premières et dernières raisons, enfin son calcul infinitésimal, version 13 euclidienne. Il y a ce lemme qui arrive. Pourquoi? Parce qu'il veut démontrer que la position d'une planète ne peut pas se déterminer algébriquement par le temps. Donc, dans l'application, en fait, l'application, c'est un corollaire qui suit, corollaire qui est chez Newton. Profitez pour le lire dans le texte. De là, on voit que l'aire elliptique décrite autour du foyer ne peut pas être exprimée dans un temps donné par une équation finie, et que, par conséquent, elle ne peut être déterminée par la description des courbes géométriquement rationnelles. Voilà, j'appelle courbes géométriquement rationnelles celles dont la relation entre les abscisses et les ordonnées peut être déterminée par des équations en termes finis, algébriques. Les autres courbes, telles que les spirales, etc., je les nomme courbes géométriquement irrationnelles. Donc, le corollaire, c'est que la position d'une planète ne peut être déterminée algébriquement en fonction du temps. Alors pourquoi est-ce que c'est un corollaire? Le corollaire, c'est via la seconde loi de Kepler, bien sûr, via la seconde loi de Kepler, qui nous dit que précisément le temps mis à parcourir est précisément le temps t, c'est la même chose que l'air. C'est l'application via la seconde loi de Kepler de ce lemme dans le cas très particulier d'une ellipse et où le point qu'on a pris est précisément un foyer. Alors, il démontre ce lemme. La page suivante, il énonce ce corollaire. Il fait ce petit discours sur les courbes rationnelles et les courbes irrationnelles. Il dit, bien, puisqu'on ne peut pas trouver de courbes géométriquement rationnelles, c'est-à-dire courbes algébriques, on dirait aujourd'hui, qui permettent de calculer la position en fonction du temps, on peut essayer de trouver une courbe transcendante. Et c'est ce qu'il fait dans exactement la proposition suivante, qui est plutôt une construction. Donc la proposition suivante, il montre comment construire une trochoïde, une courbe transcendante, de façon mécanique, enfin ce qu'on appelait mécanique à l'époque, qui fait le travail. Mais la trochoïde est une courbe irrationnelle. Elle n'est pas une courbe transcendante, comme on dirait aujourd'hui. Transcendante. Et alors après, c'est tout à fait intéressant, ça passe très vite, c'est pas un concentré absolument exceptionnel. Après, il dit, oui, mais cette courbe, elle est trop difficile à construire, et donc il vaut bien mieux, au reste, comme la description de cette courbe est difficile, il vaut mieux employer une solution approchée. Et arrive tout de suite la fameuse méthode de Newton d'approximation, que tout le monde emploie maintenant, procédé d'approximation de Newton pour trouver des racines, c'est juste après, quoi. Et donc tout ce discours, ce lemme, c'est pour justifier
il va donner au lecteur une solution peut-être pas tout à fait satisfaisante, parce que c'est une solution approchée, mais c'est quand même l'origine de chapitres entiers de l'analyse. Enfin, c'est une chose absolument extraordinaire. Et il l'explique à titre d'excuse, pour ainsi dire, il emploie ce lemme. Alors maintenant, on peut peut-être expliquer la démonstration, parce qu'elle est très courte, une dizaine de lignes, tout à fait étonnante. Donc, soit donné dans l'ovale un point quelconque, par exemple celui-là, autour duquel, comme pôle, tourne perpétuellement une ligne droite d'un mouvement uniforme. Celle-là, par exemple, tourne d'un mouvement uniforme. Donc, c'est un mouvement uniforme, j'écris des petites équations en marche, ce n'est pas dans Newton. Hein. Donc l'angle θ, c'est essentiellement le temps, parce que c'est un mouvement uniforme. Okay. Et soit imaginer en même temps, sur cette ligne, un point mobile allant toujours depuis le pôle avec une vitesse qui soit comme le carré de la partie de cette ligne renfermée dans l'ovale. Donc il y a un point qui est sur cette ligne, la ligne elle-même elle bouge, qui est là, disons que cette distance est grand R, et la dérivée, enfin la vitesse, donc dr sur dt, c'est comme, proportionnel, mais j'écrirai pour simplifier égal, le carré de la distance entre ce point. Voilà. Ce point, donc le point ici, mobile, décrira alors une spirale composée d'une infinité de spires. Ça s'éloigne comme ça de plus en plus. Donc à partir de l'ovale initiale, il propose de construire une autre courbe qui est une spirale. Pourquoi une spirale? Par exemple, si vous imaginez que l'ovale initial était un cercle parfait, évidemment, le petit r il est constant, et vous avez que la dérivée là est constante, et donc voilà, ça vous donne un... Voilà, maintenant, le troisième élément ici dans cette histoire, c'est l'élément d'air, dA, 1,5 de R2 dθ. Si vous combinez ça avec les deux équations que vous avez ici, vous trouvez qu'essentiellement R, c'est 2A. Donc la position, la distance, essentiellement, c'est l'aire à laquelle vous vous intéressez. Alors maintenant, vous avez un point qui a distance grand R et qui a une spirale, donc qui va couper la droite direction D une infinité de fois. Alors si vous supposez que l'aire est algébrique en termes de D, trouvez que R aussi est une fonction algébrique en termes de D, et une fonction algébrique ne peut pas couper une infinité de fois. Voilà, la démonstration est terminée en 10 lignes. Mais après, il dit oui, mais à propos, on sait qu'essentiellement, il démontre la version faible du théorème de Bézout. Ici, vous avez deux cercles, degré 2, comme ça, bon, ça on a le point, etc. Après, si on prend des quadratiques et tout ça, il y a tout un discours qui est essentiellement le lemme de Bézout. Et puis après, il dit, oui, si on regarde l'équation qui détermine ces points, comme ces points sont indifféremment, ils sont en position indifférente, c'est forcément une équation de tel degré, parce qu'on a 2 points ou 3 points, 4 points dans d'autres cas. Il n'y a aucune raison de sélectionner un point. Puis après, il dit, oui, mais attention, je suppose que mes courbes sont irréductibles, sinon mon argument ne marcherait pas. Enfin, il a 2 siècles d'avance, mais on attribue tout ça à des gens postérieurs, et tout ça est en une page, et conclut que, bon, du fait que la spirale ne peut pas être une courbe qui ne peut pas être la jonction d'une infinité de sous-courbes, pour ainsi dire, on en déduit que son lemme, voilà. Alors, bon, c'est d'une très grande généralité. Passablement impressionnant comme lemme de transcendance, il n'y a même pas d'hypothèse d'algébricité de l'ovale. Alors, bon, il y a eu évidemment des lecteurs très critiques, comme Huygens, pour commencer, qui s'est dit c'est complètement faux, parce que si on prend
ça par un rectangle, ça donne quoi? Exactement, c'est encore un triangle ou un carré. C'est faux pour l'instant. C'est complètement faux, évidemment, parce que si on prend le... Est-ce que c'est pas vraiment une contradiction le fait qu'on ait une infinité? On veut regarder une partie de l'air, mais on a décrit une infinité de fois, c'est pas étonnant que... Très, très, très bonne remarque, c'était celle qu'a faite Huygens, justement. Alors, réponse de Leibniz, parce que ces gens-là ne s'autorisaient pas à répondre à Newton, qui était une personnalité un peu difficile, donc ils communiquaient entre eux. Alors, Leibniz répondait à son maître et ami Huygens, oui, mais écoutez, jamais Newton n'acceptera de considérer comme un ovale une figure comme ça. Et après, bon, ils essayent de faire des choses, des contre-exemples qui ressemblent de plus en plus à des ovales. Par exemple, Huygens avait l'idée de faire la chose suivante. On prend des segments de parabole, des choses comme ça. Oui, un segment de parabole, et puis un autre segment de parabole. Alors il disait, oui, mais Archimède savait bien que l'air ici, c'est un nombre rationnel, si on prend des niveaux de coordonnées, et donc c'est complètement faux. Voilà, mais Leibniz lui dit, ah oui, mais Mr Newton, il n'accepterait jamais de points singuliers, comme ça. Et la discussion continue comme ça, et d'abord on voit bien que dans la discussion, il y a aussi s'introduit le verbe jamais qui les gêne énormément. Qu'est-ce que ça veut dire? À l'époque, il n'y avait pas une notion très claire de fonction, bien sûr. Donc, est-ce que jamais veut dire qu'il n'y a jamais de contre-exemple? Ou est-ce que ça veut dire que dans la situation... Il n'y a jamais de situation générique où ce phénomène se produit? Donc, au début, les contre-exemples de Huygens, c'était plutôt numérique. Après, Leibniz lui dit que ce n'était pas ça que voulait dire Newton. Alors, ils construisent d'autres... Leibniz propose une Leibniz 4, et alors après c'est le tour de Huygens lui dire, mais écoute, ta Leibniz 4, c'est aussi un point singulier, Newton. Est-ce qu'il faut dire que ça c'est un ovale? Non, ça ne va pas. Et ça a duré très longtemps, mais en même temps, Leibniz a développé à partir de là toute une réflexion, une spéculation sur la transcendance, ce à quoi on peut s'entendre, sur des quantités qui sont en fait données par des intégrales. C'est ce qu'il a remarqué. Bon, cet R, en fait, on peut l'exprimer très simplement par une intégrale. On dirait, au XIXe siècle, on dirait une intégrale abélienne sur un domaine très simple, d'une forme différentielle très simple. Ici, c'est le volume, l'air. Voilà, une expression de ce type. Et donc, les cas les plus simples, c'est dans le cas... Là, c'est un cas fonctionnel. On fait varier la direction D, et puis on s'intéresse à l'air. Mais il y a aussi un cas purement numérique, comme celui que voulait considérer Huygens. Et la question se pose de quand est-ce qu'une intégrale comme ça est un nombre transcendant ou non. Alors, bon, pi peut s'écrire comme ça, ou si vous faites des choses plus simples, même, je ne sais pas, intégrale en 2 de t sur t, bon, c'est log de 2. On sait maintenant que c'est un nombre transcendant. En général, ça a plutôt tendance à être transcendant, mais parfois c'est algébrique. Alors, quand est-ce que c'est algébrique? Quand est-ce que c'est transcendant? Leibniz a beaucoup réfléchi à ça. Il est le père de la transcendance. Et il y a toujours cette ambiguïté. Est-ce qu'on parle de ce qu'on appellerait maintenant fonction ou non? Donc, évidemment, c'est une chose qui... Il ne faudrait surtout pas croire que ces grands esprits étaient embrumés, qu'ils ne faisaient pas la différence, bien au contraire. Et il y avait justement, c'est une sorte de polysémie qui a une très très longue histoire. En fait, c'est quelque chose de très très intéressant. À cette époque, il n'y avait pas encore lieu de distinguer les choses. On parlait de grandeur, de quantité, etc. On ne précisait pas s'il n'y avait pas fonction ou nombre. C'était quantité, des grandeurs. Et bon, on sait bien qu'après... les choses ont changé. Bon, à l'époque de Euler, un siècle après, d'Alembert, etc. Les choses se sont dissociées. Alors on a fait énormément l'éloge, à juste titre, de cette dissociation, comme ayant clarifié énormément la théorie. Mais il y avait un prix à payer quand même, parce qu'il y avait une sorte d'unité mystérieuse qui a été perdue et qui, bon, on va voir dans la suite de l'histoire, a mis énormément de temps à être reconquise. Et donc c'était une sorte à la fois une très bonne fortune et un handicap d'avoir ce manque de distinction entre le cadre fonctionnel et le cadre algébrique. Alors,
que vous venez de dire, on pourrait Oui, oui, je veux dire que bon, à cette époque, il n'y avait pas de distinction très claire. Les gens parlaient de quantité, c'est toujours ce genre de terme, quantité, grandeur, tout ça. Évidemment, c'est des choses continues. Hein, le cadre avait beaucoup évolué depuis Euclide, etc. Mais il n'y avait pas la notion, l'usage, mettre les fonctions, en tout cas, comme à la base de l'analyse, comme un objet d'étude. C'est à l'époque d'Alembert et d'Euler, donc c'est bien plus tard. Et là, dans les textes, par exemple, ce lemme, les parties quelconques, on ne sait pas s'il parle d'un cas particulier. Et là, ça serait la réponse de Huygens. Non, là, ça fait 3, donc c'est faux. Ou s'il parle de fonction. Donc l'argumentation précisément de Leibniz, c'est de dire que ce lemme est peut-être vrai à la rigueur si on élimine les points singuliers et si on parle de fonction. Donc évidemment, il peut y avoir des cas particuliers, des spécialisations des fonctions. Mais ça n'était pas formulé comme ça même. Et ce que je veux dire maintenant, mais ça c'est un point de vue personnel, c'est que ça n'était pas seulement un handicap, c'était aussi une sorte d'unité. C'était pas une confusion, c'était une sorte d'unité qui a après été reconquise. Je pourrais en parler plus tard. Toutes ces analogies dont parle Weil encore étaient un peu déjà, mais c'était une unité un petit peu gagnée trop vite. Et ça s'est dissocié et très longtemps après, ça s'est reconquis. Mais ça apparaîtra dans la suite de mon histoire. En tout cas, je vais terminer sur cette histoire. Quelle est la fin de l'histoire? Est-ce que Newton était dans l'erreur ou non? Alors, on a débattu de ça pendant 3 siècles. Hein. Même un grand champion de Newton, un historien qui défendait Newton contre Leibniz tout le temps, qui s'appelait Whiteside, il a avoué que ce lemme était faux. Il a même des contre-exemples. Et à la fin, Arnold a démontré que le lemme est correct. Le lemme est correct. Il a écrit un article avec une preuve qui est essentiellement la preuve de Newton, mais avec des arguments supplémentaires. Si ovale égale courbe convexe, c'est infini. Et il faut préciser aussi, c'est que ce qui intéresse les gens, il est même correct si on entend par et si algébrique égale localement algébrique, qui est le point, parce que sinon on peut toujours faire un argument, on dit oui d'accord, les fonctions périodiques ne sont pas algébriques, puis voilà, c'est fini. Mais ce n'est pas ça qu'entendaient ces gens-là. Localement algébrique. Donc c'est beaucoup plus délicat. C'est-à-dire que par exemple le contre-exemple, c'est un contre-exemple évident. D'accord, c'est pas un contre-exemple parce que c'est pas un ovale dans ce sens-là. Mais c'est un contre-exemple sinon, mais un contre-exemple si on entend même en termes local, parce que là, si on regarde la fonction juste ici, l'air, c'est une fonction rationnelle. Mais si on continue ici, c'est une autre fonction rationnelle. Donc ça n'est pas globalement une fonction algébrique. Et évidemment, c'était ce qu'avaient ces gens-là dans la tête, donc c'est très subtil. Et donc, une fois précisé ces deux choses-là, si on entend par ovale, courbe, convexe, infini, l'énoncé est vrai, même dans le sens où l'entendait sans doute Newton. Donc le sens fort ou localement algébrique et localement. Quelle année ça à peu près? C'est dans les années 90, je ne sais plus bien. Il a écrit plusieurs choses là-dessus. Il a écrit aussi quelque chose avec Vassiliev, mais un article tout ça. D'ailleurs, c'est un peu surprenant qu'on a besoin de C infini alors que l'énoncé a l'air d'être C1, quelque chose comme ça. Et Arnold lui-même. Ça c'est sûr. Oui. Justement, il y a un point clé dans C infini. Il y a un point clé qui sinon, Arnold a même donné un exemple explicite, l'ovale d'Arnold, qui est juste C1, qui a l'air parfaitement d'un ovale, etc., mais qui est ici, est juste C1, et qui a un contre-exemple. Et la spirale, en reprenant la démonstration, dans cet exemple d'Arnold, la spirale construite par Newton est une réunion, elle est algébrique par arc. Quoi. C'est des choses. Chaque morceau est algébrique comme ça. Après, rien ne nous assure que c'est ce qu'il y avait derrière la tête de Newton. C'est comme son fameux anagramme.
il est utile de résoudre des équations différentielles. En fait, la chose dit est beaucoup plus longue. Et puis si on regarde, enfin, il y a un consensus sur la phrase en latin. Et si on regarde, il a fait une erreur, il y a 2t au lieu de 3t. Enfin, donc, qui ne saura jamais si c'est ce qu'il voulait dire. Ok, donc je vais reprendre l'histoire à partir de la méditation de Leibniz, en allant plus loin, et en reprenant ce cadre un peu abstrait. Donc, à la suite de Leibniz, énormément de gens se sont intéressés à ce type d'intégrale. Bon, c'est l'intégrale de fonctions algébriques, hein, ça peut être, je sais pas, des choses comme ça, 1 moins x2, ou k2x2, typiquement, ce genre de choses, des x sur un infini, ce genre de choses. Ce genre d'expression, vous intégrez une forme de quelque chose qui a l'air algébrique, qui l'est même, sur un domaine qui est ce qu'on appelle semi-algébrique techniquement, c'est-à-dire c'est une partie délimitée par des inéquations polynomiales. Donc ici, ces nombres ou ces fonctions, alors par exemple là c'est une fonction parce qu'il y a un paramètre, là, mais vous pouvez spécialiser le paramètre, ça devient un nombre dans ce cas. Il y a 3 symboles, c'est un symbole, il y a 3 signes. Et ces signes-là c'est un intégrand, donc une forme différentielle, qui est algébrique. Là, vous avez un domaine d'intégration qui est algébrique. Donc tout est algébrique sauf ce symbole, ce fameux symbole qui est le symbole d'intégration de Leibniz en fait. Leibniz qu'il a inventé en 1686, l'année même de parution des Principia. C'est la seule source de transcendance dans cette histoire, dans un tel symbole. Tout le reste est algébrique. Donc c'est la seule raison pour laquelle on peut s'attendre à ce qu'il y ait des nombres transcendants qui arrivent, comme log de 2 ou pi, des choses comme ça. C'est à cause de ce symbole qui est en vérité une sorte de limite, une limite. Donc Leibniz s'est beaucoup demandé, donc, comme j'ai dit, quelles sont les propriétés de transcendance de ces nombres. Autant que je le dise maintenant, parce que ces nombres maintenant s'appellent des périodes chez les géomètres algébristes. Alors ça, c'est vraiment l'exemple d'une... c'est complètement abusif d'appeler ça des périodes, parce que période, on pense à périodique, surtout que tout vient de la mécanique céleste, le lemme de Newton, et puis là-dedans, il n'y a plus rien de périodique. Donc il y a une raison quand même, ça. C'est parce que des nombres comme ça étaient, pour les intégrales abéliennes, donc dans le cas le plus simple, l'intégrale abélienne, c'est donc une intégrale simple, puis sur un contour, comme ça, de forme différentielle. Et quand elles sont sans pôle, en fait, ce sont si vous pouvez inverser ces fonctions, et au XIXe siècle, il y a la fameuse théorie d'Abel et Jacobi, qui a énormément de succès, et ces intégrales apparaissent comme période de fonctions périodiques, de fonctions abéliennes. Alors jusque-là, tout va bien, c'est raisonnable d'appeler une intégrale comme ça une période, bien que ça ne se voit pas immédiatement que c'est une période d'une certaine fonction. Dans ce cas-là, une fonction elliptique. Mais après, par un abus rhétorique, de synecdoque épouvantable, on a appelé période n'importe quel nombre ou fonction qui s'écrit comme ça, une intégrale de quelque chose d'algébrique sur un domaine algébrique. Et c'est resté comme ça. Voilà. Donc ce qui est resté aussi, c'est la question. Quand de tels nombres ou fonctions, donc il y a 2 cas essentiellement, c'est toujours parallèle, ça s'est dissocié là depuis le temps de Leibniz.
Donc le cas nombre, quand j'entends par nombre, c'est quand on travaille sur les nombres rationnels. Et par algébrique, on entend que tout ça c'est défini sur des nombres rationnels, soit algébriques, soit nombres rationnels. Et le cas fonctionnel, c'est quand il y a un paramètre, et puis là, le corps des nombres rationnels ne sert plus, donc il y a un paramètre t. Voilà, c'est deux cas, deux situations. Donc la problématique de Leibniz, de savoir quand ces nombres ou ces fonctions sont transcendantes ou non, se dissocie entre deux situations comme ça, après Leibniz, alors que dans l'esprit des gens de l'époque, c'était la même question. Donc quand on a un son transcendant, par exemple, mais on peut demander bien plus généralement quels sont les relations algébriques. Algébrique veut dire polynomial. Un coefficient soit dans Q, soit dans C de T, suivant la situation. Solution algébrique entre périodes. D'où viennent les relations entre périodes? Juste une question là, quand on dit qu'on C de T, ça veut dire par exemple qu'on intègre de 0 à T, ou c'est parce que les domaines eux-mêmes ils dépendent de plusieurs paramètres, pas forcément d'un seul paramètre, les deltas sur lesquels. Oui, on peut, exactement. Donc T, ça veut dire tous ces paramètres, c'est ça? Oui, dans le cas fonctionnel, quand on dit que le domaine d'intégration doit être algébrique, ça veut dire qu'aussi que c'est délimité par des inéquations, disons R de T, parce que réel comme ça, R de T, voilà, qui peuvent dépendre de paramètres, C'est toutes les quantités qui apparaissent dans ces équations aussi. Oui, tout est algébrique, mais dépendant éventuellement de T. Donc, en gros, c'est la question généralisée que se posait Leibniz. C'est connu comme tel. Pardon? C'est connu comme tel. Oui, là, je ne me place pas à l'époque de Leibniz. Hein, je saute là, comme ça. Hop, et puis, le problème reste le même, essentiellement, mais il reste dans la tête des gens. Et on est passé par Abel, Jacobi, etc. On arrive à une période où on appelle période n'importe quoi, c'est ce qui s'écrit comme ça. Donc, on est déjà au XXe siècle. Et puis, on saute, voilà, à peu près, justement, 3 siècles. Et au bout de 3 siècles, une réponse a été donnée, qu'aurait pu donner Leibniz lui-même, essentiellement. Surtout, c'est tout à fait dans son style de pensée. L'idée, c'est de regarder, alors que, bon, déjà, il y a ce symbole d'intégration. Mais on parle de règles de Leibniz, etc. Donc Leibniz aimait bien donner des formules, d'oublier la source, d'où venait. On oublie que c'est une limite, on oublie que c'est. On regarde les règles formelles que ça vérifie. Alors la règle formelle, c'est que si il y a la biadditivité, si vous additionnez évidemment deux domaines, eh bien vous trouvez que c'est la somme. OK? Si vous faites la même chose pour les intégrales, l'intégrand c'est pareil. C'est la somme. Et puis, bon, ça, c'est pas trop intéressant. Il y a le produit aussi, c'est ce qu'on appelle formule de Fubini. Si vous faites un produit d'oméga 1, oméga 2, vous trouvez le produit. Or, ça, c'est les formules de base. Et puis, après, vous avez des choses plus intéressantes. Si vous avez un changement de variable, f, et là, dans notre cas, il sera algébrique, c'est-à-dire, par exemple, vous changez, là, vous aviez un x, dx, là, vous remplacez le x par une fonction de x, si possible algébrique dans notre cadre, et puis vous avez des formules qu'on écrit en général sous cette forme. Alors, je ne précise pas, mais ça demande évidemment beaucoup de commentaires. Par exemple, ici se cache un déterminant jacobien, quelque chose comme ça. Et puis, vous avez la formule de Newton-Leibniz en une variable, et puis Stokes en plusieurs variables, qui vous disent ce qui se passe quand on intègre sur un bord. Il y a la notion de bord de forme différentielle, et bord de domaine comme ça, de oméga. C'est la même chose que d'intégrer le bord de oméga sur
d'oméga sur θ. Voilà, les choses formelles. Essentiellement 4 règles formelles de ce signe. Et vous pouvez faire le choix d'oublier complètement d'où vient le signe d'intégration, ne plus regarder que ça, ce que font souvent certains informaticiens qui veulent étudier les intégrales. Alors, le premier philosophème, dont on se demande pourquoi Leibniz ne l'a pas écrit, c'est que la raison suffisante pour toutes les relations entre périodes, c'est précisément les relations formelles que satisfont l'intégrale. Autrement dit, il y a une règle du jeu, et puis la règle du jeu suffit à expliquer tous les phénomènes. Mais, bon. Leibniz ne possédait pas la formule de Stokes en général, bien sûr, mais en une variable, il aurait pu imaginer ça. Philosophème, et donc, voilà, les règles formelles auxquelles ça satisfait le signe intégral constitue la raison suffisante des relations, de toutes les relations entre périodes. Au sens où vous voyez bien que si vous prenez, je ne sais pas, par exemple ici, là, un changement de variable algébrique, ça c'est encore une forme différentielle algébrique, le domaine est algébrique, ça aussi, c'est une égalité entre périodes, ça aussi c'est une égalité entre périodes. Et bon, ça c'est une formule qu'une période est égale à une produit de 2 autres périodes. Donc, voilà. Alors ce philosophème, en fait, c'est Kontsevich qui l'a proposé en 1998. Je dis philosophème parce que ce n'est pas tout à fait une conjecture, parce que c'est un peu imprécis quand même, on n'a pas exactement précisé ce qu'on entendait par période, les gens peuvent protester, ah c'est des intégrales vraiment absolument convergentes, on peut écrire des livres là-dessus, mais bon, ils sont écrits d'ailleurs. En tout cas, c'est un beau programme de travail, et ça peut se traduire en une conjecture. Bon, alors, chez Kontsevich, je ne l'ai pas dit, mais c'est dans le cadre arithmétique qu'il avait en tête. Et donc, par exemple, si vous avez, je ne sais pas, une relation entre 2 périodes, vous devriez toujours être capable de trouver un changement de variable algébrique et de faire des manipulations très intelligentes pour expliquer cette relation. Évidemment, ça ne dit pas comment faire, mais dit que c'est un principe. Alors, pour comprendre ça, en fait, déjà chez Kontsevich, le cadre naturel, c'est celui des motifs. Donc, je vais faire un petit interlude sur les motifs. Pardon, j'ai juste à quelle heure, en principe Pas tout seul, on termine vers 8 heures. Vers 8 heures, d'accord. Très bien. Facilement par une heure. Donc je reviens un peu en arrière, un tout petit peu en arrière. Donc les motifs. C'est une théorie qui a subi plusieurs transformations. Donc elle a été imaginée par Grothendieck, qui parlait toujours du rêve des motifs. Tu devrais motiver le mot motif. Oui, mais je vais dire un petit peu ce que c'est, mais
Puis, mais pour terminer ces deux lignes, il parle surtout de la philosophie des motifs. Mais je ne crois pas qu'il emploie le mot philosophie en un sens très sérieux, en tout cas. Mais je dirais plutôt c'est lui une fiction utile, quoi. Ça doit être, j'imagine, ce qu'il entend par philosophie. Et puis après, c'est devenu, Voïvodski et bien d'autres gens. Ça finit par devenir une théorie à part entière avec des théorèmes et des applications. Alors, motif, oui. Grothendieck joue sur le double sens de ce mot, parce qu'il y a le motif au sens d'explication, évidemment, puis motif au sens de petite partie, de découpage en motif, etc. Donc c'est les deux ensemble, hein, c'est les deux ensemble. Alors comment résumer ça d'une phrase bon, je peux dire une phrase comme ça, puis ensuite la commenter. Je peux dire que c'est une sorte de catégorification de l'anneau des variétés algébriques qu'on construit obtenu par découpage. Alors peut-être donner un petit commentaire parce que c'est pas très d'une part c'est flou et si je l'explique précisément ça va devenir faux. Donc on va passer de flou au faux, c'est souvent comme ça en maths, mais on va corriger petit à petit, quoi. Alors qu'est-ce que c'est que cette chose-là? C'est une chose qui est un peu sous-jacente il y a une méthode de topologie algébrique, par exemple, c'est les invariants de variétés, d'espace, comme ça. Par exemple, le primordial, c'est celui qu'on appelle la caractéristique d'Euler Poincaré. Bon, Euler en l'honneur de sa formule pour les polyèdres, là, le nombre de faces moins le nombre d'arêtes plus le nombre de sommets égale 2. Caractéristique. Et qui se réalise à toutes sortes d'espaces et qui a la propriété d'être un nombre comme ça, un nombre entier, positif ou négatif, mais que si vous décomposez votre espace pour un sous-espace fermé, disons, et puis un sous-espace complémentaire U égale x moins z, z est fermé, et bien la caractéristique est additive comme ça. Ce qui veut dire, en langage de Grothendieck, c'est qu'elle se factorise par l'anneau. En fait, elle est même multiplicative aussi. Quand vous avez un produit, donc elle se factorise par l'anneau en général, de n'importe quelle variété, pas forcément algébrique, obtenue par découpage. Donc, dans le cas des variétés algébriques, cet anneau-là, c'est ce qu'on appelle le cas des variétés. C'est un anneau qui est présenté par exemple, vous prenez Z, puis vous prenez les variétés algébriques, ça c'est les générateurs, et puis à chaque fois que vous avez une relation comme ça, le x égale un fermé plus un ouvert complémentaire, vous dites que la classe de x c'est la classe de z plus la classe de u. Donc ça c'est les relations. Donc c'est un anneau assez naïf à construire, extrêmement difficile à décrire, personne ne sait le faire. C'est un peu malheureux que c'est presque toujours comme ça. On se donne du mal à construire, on se donne du mal à décrire. En tout cas, on a cet anneau, et voilà. Dans un premier temps, on pourrait travailler avec ça, c'est très bien, mais c'est un peu trop naïf. Par exemple, même dans le cas des topologiques, si on va aller un petit peu plus loin que la caractéristique d'Euler Poincaré, si on va introduire des nombres plus raffinés, comme les nombres de Betti, qui égale la somme alternée des nombres de Betti. Les nombres de Betti eux-mêmes ne se factorisent pas par cet anneau, donc c'est tout à fait insuffisant.
À propos de nombre de bêtises, pour ceux qui ne seraient pas, c'est quelque chose de très familier. Par exemple, quand on achète un appartement, on vous dit toujours le B0, le nombre de pièces. On omet toujours de vous dire le B1, qui est très important pour savoir si on circule bien dans l'appartement. Je me plains toujours de ça. Mais bon. En tout cas, c'est des nombres qui sont très utiles dans la vie pratique et ils ne se factorisent pas par cet anneau. Donc, il est utile d'aller plus haut. Et déjà, pour les nombres de bêtises, c'est l'origine, même une origine, peut-être l'origine principale de la théorie des catégories. C'est introduire des flèches, etc. Et des espaces d'homologie, de cohomologie, avec des flèches qui mènent les uns vers les autres et non pas seulement des nombres. Et donc, on veut des catégories. Donc, l'idée, c'est de catégorifier cet anneau-là. Autrement dit, une catégorie telle que, quand on considère des classes d'isomorphismes et qu'on oublie totalement les morphismes, on retombe plus ou moins sur cet anneau très naïf. Bon, c'est ce qu'est censé faire la catégorie des motifs. Voilà. Explication rapide. Mais pour être plus précis, alors en gros, c'est le but. Mais pour être plus précis, Grothendieck a formulé un programme, même plusieurs d'ailleurs, à propos des motifs. En particulier, il y a trois requêtes. Un programme de Grothendieck. Bon, la première, c'est d'avoir, j'ai parlé de cohomologie, donc c'est une sorte de... Il y a beaucoup de façons de les construire, mais c'est une sorte d'espace qu'on associe, et d'espace linéaire qu'on associe aux espaces topologiques, aux espaces algébriques, toutes sortes d'espaces. Et que c'est, dans le cas de la géométrie algébrique, les motifs devraient constituer une catégorie linéaire, donc une sorte de... Donc une catégorie... et avec un foncteur qui va des variétés, donc sur un corps, je ne sais pas, C si vous voulez, ou n'importe quel corps. Caractéristique 0, disons, pour simplifier, vers ces fameux motifs qui devraient constituer une sorte de cohomologie universelle. Alors, quelle est l'idée sous-jacente? Là, on voit déjà le découpage en morceaux apparaître, parce que, bon, j'aurais peut-être dû donner cet exemple tout à l'heure à propos de découpage. Vous voyez, si vous prenez l'espace projectif, vous pouvez toujours l'écrire comme l'espace affine, avec un hyperplan à l'infini. Et puis, quand vous avez ça, vous pouvez, bon, ça vous donne une formule d'addition pour la caractéristique de leur point carré, mais aussi pour, par exemple, si vous êtes sur un corps fini, vous pouvez calculer le nombre de points comme ça par récurrence, vous pouvez continuer comme ça. n-1, etc. Donc vous trouvez une formule pour le nombre de points de Pn sur Fq, qui est, là, vous trouvez, là vous avez Q puissance n, et puis là vous avez Q puissance n moins 1, et puis continue plus 1. Donc l'idée, c'est que, bon, si vous faites ça aussi pour la caractéristique de l'air point carré, vous trouvez le même type de formule. Évidemment, il y a un découpage comme ça, et que ces découpages devraient se relever à des découpages de motifs, des petits morceaux de... Voilà. Donc, il y a l'idée que le motif devrait expliquer un grand nombre de choses, motif au sens d'explication, mais motif au sens aussi de découpage en petits morceaux. Alors, une cohomologie universelle, ça veut dire que quand vous avez n'importe quelle autre cohomologie, vectorielle sur n'importe quoi, vous devez avoir une factorisation comme ça. Bon, ça c'est la première chose. La deuxième contrainte, c'est que vous avez une catégorie d'origine géométrique, ce qui veut dire, ou de la nature géométrique. Alors, la nature d'une catégorie, insisté fortement Grothendieck, c'est essentiellement la nature de ces morphismes, les objets comptent pas tellement. Et donc, les morphismes doivent provenir de la géométrie algébrique, dans ce cas-là. Et donc, les morphismes doivent être construits
à partir de, c'est une expression vague, ça dépend de la situation, correspondance algébrique. Donc on ne sort pas de la géométrie algébrique, ou pas tellement en tout cas. Hein. Et la troisième chose, qui est une des choses les plus étonnantes, qui est la théorie très puissante, c'est que ça doit donner lieu. Le terme correspondance, la signification de fonction multivaluée, technique aussi. Oui, c'est ça, oui. Exactement, oui. Mais même multivalué à n'importe quelle dimension. Enfin, je veux dire, on peut pas forcément un nombre fini d'indétermination, mais il y a des variantes. Hein, mais on peut commencer par un nombre fini d'indétermination, mais après, là, bon, comme je dis, à partir de, c'est vague. Hein. Mais l'idée, c'est ça, c'est de construire des... On remplace les morphismes par des combinaisons linéaires, on linéarise, de morphismes multivalués. Et la dernière chose, c'est que ça doit donner lieu à une théorie de Galois motivique. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une théorie Galois motivique? C'est une vaste généralisation de la théorie de Galois usuelle, qui est normalement une théorie attachée. On a un polynôme, comme ça, on a un corps, on se donne un domaine de rationalité, comme on disait autrefois. On se donne un polynôme irréductible avec des coefficients dans ce domaine, et puis on garde les racines, et puis les extensions qu'elles engendrent, et puis il y a des groupes de symétrie, puis on les calcule, etc. etc. C'est des groupes finis, en général. Ou alors, si on veut passer à la limite, on obtient des groupes profinis. Ici, on prend des polynômes à plusieurs variables, et on prend plusieurs polynômes à plusieurs variables, au lieu de prendre un polynôme. Autrement dit, polynôme à plusieurs variables, ça veut dire qu'on prend des variétés algébriques, et on associe un groupe de Galois motiviques à toute variété algébrique sur K. Alors, ces groupes ne sont plus finis, bien sûr. Alors, je vais expliquer brièvement comment ça marche. On a donc ce foncteur là. On essaie de parler d'un revêtement ramifié à un nombre quelconque de dimensions, c'est ça? La dimension des fils n'est pas constante? Non, même pas. On associe vraiment au lieu des zéros à plusieurs variables. On associe un groupe qui sera un groupe linéaire, un groupe de dimension non nul en général, et ça fonctionne comme ça. Donc là, on va se donner par exemple, on prend K égale C, une chose comme ça. On a une cohomologie, par exemple, une cohomologie donc, comme c'est une cohomologie universelle, on va vers les vecteurs vectoriels, disons sur Q. On a ça. Et le point, c'est que ça doit se factoriser par la catégorie des représentations sur Q d'un certain groupe de Galois motivique universel, comme ça. Donc, toute variété, tout motif, en fait, même ça se factorise comme ça, donne lieu à une représentation d'un certain groupe qui est très gros. Mais si on regarde un motif ou une variété, le groupe, il devient un sous-groupe du groupe des automorphismes linéaires de la cohomologie de cette variété. Donc, c'est quelque chose de dimension finie, et c'est quelque chose de tout à fait calculable. Donc l'idée, c'est que tout problème de géométrie algébrique qu'on arrive à ramener à un problème type cohomologie universelle, etc., finalement, ça se réduit à des problèmes de représentation de groupes algébriques linéaires pour lesquels la théorie de Lie est un outil extrêmement puissant. Donc à tout motif doit être associé à toute variété, a fortiori, parce que à toute variété, ça est associé à un motif h de x par ce foncteur. Et on associe un groupe de Galois motivique de M, qui est un sous-groupe de GL de H de M. Donc c'est un peu l'idée de la théorie de Galois, fortement généralisée. Vous savez qu'on parle toujours de correspondance de Galois, mais c'est très injuste, parce que c'est très injuste pour les théoriciens des groupes qui n'ont pas leur compte, parce que
la théorie des groupes est plus développée, donc on utilise toujours la théorie des groupes pour démontrer des résultats de l'autre côté du dictionnaire. Là, c'est pareil, on utilise la théorie des groupes algébriques, linéaires et de leur représentation, essentiellement la théorie de Lie, des poids, etc., pour déduire des informations géométriques. C'est une très grande généralisation de la philosophie de Galois. Alors maintenant, je reviens au philosophème. Il y a une autre façon de voir le groupe de Galois motivique. Là, en fait, là, c'était un peu abstrait. Je vais revenir aux périodes. Ah, j'ai oublié de dire que oui, ça c'est un programme. Hein. Ce programme est achevé depuis 2015, essentiellement par Nori, Ayoub et d'autres personnes. Donc ça a mis très longtemps, mais c'est... Alors évidemment, on peut demander plus, on peut demander à partir, être plus exigeant, à partir de, qu'est-ce que ça veut dire, mais essentiellement ce programme est complété. On a des groupes de Galois motiviques mixtes. Je n'ai pas dit ce que c'était que MM, c'est motif mixte. Pardon ? Pourquoi est-ce qu'il y a vraiment des groupes qui apparaissent je vois bien un groupe de Galois d'une équation algébrique, mais... Alors, oui, oui, très bien, oui, je vais en parler, très bien. C'est comme ça que, voilà, comment faire apparaître un groupe de son chapeau quand il n'y a pas de groupe. Alors, oui, bah, c'est la question qu'a résolue Grothendieck brillamment. Il a inventé la théorie tanakienne pour ça. À l'occasion, comme ça, à l'occasion du rêve des motifs, Grothendieck. Donc ce n'est pas qu'un rêve, hein, il a inventé la théorie tanakienne. Alors qu'est-ce que c'est que cette théorie ? Cette théorie consiste à... Vous avez une catégorie, vous avez envie de faire surgir un groupe, hein, comme ça, parce que vous suspectez que cette catégorie est équivalente à la catégorie des représentations d'un groupe. Et alors, Grothendieck a donné des critères pour qu'une catégorie C soit équivalente. En fait, il faut aussi un produit tensoriel, cette catégorie monoïdale, à la catégorie des représentations d'un groupe algébrique linéaire. Et comme ça, ces critères sont complètement abstraits. Et hop, il sort un groupe. Alors, bon, ce groupe, d'où il sort, et en fait, c'est exactement la même idée que son idée qu'il avait pour reconstruire la théorie de Galois classique ou l'unification avec la théorie de Galois géométrique à la point carré, c'est que ça c'est un contexte linéaire, mais donc on suppose qu'il y a quand même un foncteur vers le vectoriel, etc. Et ce qu'on fait, ce G, c'est tout simplement les automorphismes de ce foncteur. Il faut se rendre compte de l'énormité du saut, parce que la théorie de Galois visuel, c'est des groupes finis. Voilà, c'est ça. Et là, on est très loin des groupes finis. C'est ça, mais le cadre conceptuel est exactement le même. C'est-à-dire que si, dans le cadre... déjà, le saut était déjà grand quand Grothendieck a revisité les groupes fondamentaux, mais la formule est essentiellement la même. Il n'y a pas de produit tensoriel, là, ça de commute au produit, simplement. Le groupe de Galois, d'une catégorie galoisienne, est défini, se retrouve par la même formule. C'est l'analogue linéaire de la... Mais en fait, la théorie de Galois de Grothendieck, Galois lui-même, pas celle-là, elle ne donne pas le groupe fondamental, elle donne de compléter Profini, qui n'est pas tout à fait la même chose. Oui. Ok, donc je reviens maintenant un peu au philosophe. La théorie du groupe fondamental de Poincaré est complètement unifiée à la théorie de Galois, c'est pas tout à fait... Non, c'est pas vrai, j'ai pas dit ça non plus. Non, non, ça, c'est pas tout à fait vrai. Non. Alors,
En rêvant au motif, Grothendieck a fait autre chose aussi. Il a fait une fameuse conjecture qu'il n'a jamais écrite. Enfin, il l'a écrite, mais il ne l'a jamais publiée. Et on a découvert son manuscrit que récemment. C'est ce qu'on appelle la conjecture des périodes de Grothendieck, et qui peut se formuler sous forme d'un philosophème. Alors c'est celui de Grothendieck, qui est antérieur en fait. Dans les années certainement, je sais pas, 60, fin des années 60, et qui parle des périodes, hein, toujours dans le cas arithmétique, donc c'est sur Q, et qui dit que, toute relation polynomiale entre périodes, je vous rappelle que les périodes, dans ce cas des nombres, c'est des nombres de la forme, une intégrale comme ça, d'un intégrant algébrique sur un domaine semi-algébrique. Notre période est d'origine motivique. Ce qui veut dire essentiellement géométrique, ou algébrique. Alors ce qui est très intéressant, c'est que c'est complètement différent du premier. C'est même à l'opposé du premier. Ça prend le contre-pied. Parce que le premier, il nous dit que pour comprendre les relations entre des périodes, dont tout est algébrique sauf ce signe, il faut se concentrer sur ce signe. Et que c'est ce signe et les règles formelles qu'il satisfait qui expliquent toutes les périodes. Le philosophème de Grothendieck dit au contraire que pour comprendre les relations entre les périodes, il faut oublier ce signe. Elles proviennent toutes des relations algébriques entre eux, avec la géométrie sous-jacente à ces deux données. Donc, a priori, à première vue, je pense qu'il y a même une contradiction. Enfin, dans l'esprit, c'est totalement opposé. Je n'ai pas bien compris. Je répète ça alors. Le philosophème de Kontsevich, c'est que... L'opposition, je crois que j'ai entendu, mais je n'ai pas compris qu'est-ce qui était vraiment derrière. Non, je ne dis pas que c'est contradictoire. Je dis que le point de vue est complètement différent, disons, que pour Kontsevich, le philosophème, et que l'explication, la raison suffisante pour les relations entre périodes, elles viennent toujours de ce signe. Donc c'est la seule chose non algébrique. Il faut se concentrer sur ce signe et des règles formelles qui sont écrites là. Voilà. Tout vient de là. Ce qu'il y a là, on ne s'en préoccupe pas. Enfin, on ne s'en préoccupe pas. Je veux dire, la raison suffisante, elle vient des règles satisfaites par ce signe-là. L'un des trois signes. Alors que Grothendieck, dans son philosophème, dit que toute relation entre périodes est d'origine motivique, géométrique. Autrement dit, vous pouvez oublier ce signe, il faut se concentrer sur ces données-là, sur la géométrie sous-jacente. Autrement dit, elles proviennent de correspondances algébriques. Ce qui n'est pas du tout la même chose. Pas du tout. Mais le théorème, c'est que ces deux philosophèmes sont équivalents. Et ça, c'est non trivial. C'est équivalent. Alors, ces deux choses, dans le cas arithmétique, sont totalement ouvertes. C'est des conjectures considérées comme inaccessibles. Et elles partent de points de vue totalement antagonistes, pour ainsi dire, sur la question de Leibniz. Mais ce qu'on sait démontrer aujourd'hui, c'est qu'elles sont équivalentes. Ça ne dépend pas de la façon qu'on a de considérer le signe somme. On n'a pas une considération univoque de ce que ça veut dire le signe intégral. Non, si on a, la démonstration d'équivalence passe par les motifs, et le fait qu'on a deux cohomologies, de Rame et Betti, qui se comparent canoniquement à travers l'intégration précisément. C'est ça qui fait le lien entre les deux. Mais pour aller un peu plus loin, je vais revenir sur... Si je peux me permettre, le terme d'origine motivique, il est un peu flou quand même. Il est un peu flou. Alors, De la chose. C'est pour ça que je vais l'éclairer en une ligne. c'est ça que Je veux dire que si M1 est isomorphe à M2, ça implique que les périodes de M1 sont les périodes de M2. d'accord. Et que ça explique toutes les relations entre périodes. Dans le cadre motivique, c'est ça?
vient d'écrire. C'est la traduction un peu plus précise du philosophème que j'ai écrit. Voilà. Que toute relation entre périodes provient d'un isomorphisme entre motifs. D'accord. J'ai bien compris. Alors je reviens un peu sur un fil que j'ai laissé tomber depuis quelque temps, cette analogie entre fonction et nombre, les quantités aux grandeurs qui étaient un peu indécises chez Leibniz et Newton. Bon, j'ai tâché de préciser un peu le cadre dans lequel je me plaçais, là, en distinguant les périodes dépendant d'un paramètre comme fonction ou les périodes qui sont des nombres. Mais c'est toute une histoire, bien sûr. Alors, je n'ai pas le temps de raconter toute cette histoire, mais donc j'ai parlé de cette dissociation de la notion de quantité ou de grandeur à l'époque entre Leibniz et Euler, disons, entre les nombres et les fonctions. Et après, il y a eu toute une période de reconquête de l'unité perdue. C'est la fameuse analogie corps de fonction, corps de nombre, qui a été elle-même à la source de nombreuses découvertes. Bon, il y a des grands noms à citer, Artin, Weil et bien d'autres, hein. Grothendieck aussi. Alors, bon, ce n'est pas seulement un analogie. Pardon? Ah, Dedekind, tu as raison. Oui. Alles ist schon bei Dedekind. Comme disait Émile Notaire. Que tout est déjà dans Dedekind. Tout à fait raison. Bon, c'est le. Tout est déjà chez Non, mais l'article Dedekind-Weber, c'est quand même impressionnant. Non, tu as tout à fait raison. Merci. Alors, bon, là, les corps de fonction, pour avoir vraiment un dictionnaire, il faut supposer que le corps de constante est fini, le dictionnaire plus parfait. Mais, donc, au début, il s'agit de. Bon, il y a ce fameux texte de Weil où il parle de brouillard, après des analogies, après il parle d'unité, quelque chose comme ça. Mais il oublie quand même enfin, il parle dans un autre texte de la pierre de Rosette, mais donc une chose très importante, c'est les dictionnaires. À un moment donné, au début, il y a des brouillards. Dans le cas de mon histoire, c'était plutôt une unité qui était spontanée, hein, qui n'était pas discutée, qui était immanente, comme ça, entre les fonctions et les nombres. Elle s'est dissociée. Après, il y a eu un brouillard, alors qu'on se vantait de la clarté qu'avait apporté cette dissociation. Le brouillard, c'était quand même, il y avait certaines unités qu'on n'expliquait pas. Et finalement, ça s'est précisé en analogie. Après, il y a eu un vrai dictionnaire qui a été écrit, la fameuse pierre de Rosette de Weil, et puis ça a convergé vers une unité. Donc, bon, il y a ces mots de Weil qui veulent dire que bon, après tout devient froid, enfin l'enthousiasme, ça, mais heureusement, heureusement pour les mathématiciens, ils disent que les brouillards se reforment ailleurs, donc bon, on n'a pas tout perdu. En tout cas, cette unité a été conquise plus ou moins à grand prix, et bon, ça permet toujours de penser dans un cadre comme dans l'autre, un peu en parallèle, comme ça. Très souvent, le cadre des corps de fonction est plus simple que le cadre des corps de nombres, mais ce n'est pas toujours le cas. Il y a des phénomènes très particuliers au cadre des corps de fonction, caractéristiques P, la ramification sauvage, tout ça, parfois c'est beaucoup plus difficile, mais peu importe. En tout cas, quelqu'un a eu l'idée récemment, à partir de cette analogie, c'est Ayoub, dont j'ai déjà cité le nom. Ayoub a eu l'idée de regarder ces philosophèmes dans le cas des corps de fonction.
Alors c'est essentiellement les mêmes idées, enfin c'est les mêmes formulations. Mais il faut faire un petit peu attention, parce que là on ne travaille plus sur, c'est pas sûr, le corps de base c'est C de T, donc il y a des constantes complexes dont il faut tenir compte. Quand on traduit les énoncés, c'est pas formellement exactement les mêmes énoncés qu'on obtient dans un cadre que dans l'autre. Mais en tant que philosophème, les énoncés restent exactement les mêmes. Ben, il ne les a pas seulement regardés, il les a démontrés aussi. Ce qui est un travail tout à fait remarquable. C'est en 2015, un article Anna Lovmas, qui utilise toute la théorie des motifs telle qu'elle existe actuellement. C'est-à-dire, j'ai dit que le programme, les 3 points de Grothendieck, comme ça a été établi récemment, essentiellement par Ayoub. Il utilise tout ça, et encore beaucoup d'autres choses d'ailleurs, pour démontrer ces 2 philosophèmes dans le cas des corps de fonction. Dans le cas des corps de nombres, ça reste désespérant, parce que la théorie des nombres transcendants n'a pas fait de progrès depuis 25 ans. Donc, Ayoub a annoncé un cours pour le printemps, ici, à Mur. oui, mais ce sera un autre sujet, je pense. C'est pas le même? C'est pas non, c'est un autre sujet. Bon, je pense que je vais m'arrêter là. S'il y a des questions. C'est toi qui as inventé le terme philosophème? Non, je n'ai pas inventé. Tu l'emploies dans un sens précis? Je l'emploie comme étant un énoncé de nature, qui a la forme vraiment d'un énoncé qu'on pourrait trouver chez Leibniz, un énoncé de principe de raison suffisante, et qui n'est pas aussi précis qu'une conjecture, mais qui est quelque chose qui oriente la pensée, et qui a un petit parfum philosophique dans sa formulation. Mais c'est différent d'une heuristique? Ah oui, c'est précis quand même. C'est pas aussi précis qu'une conjecture, qui doit être exactement aussi précise qu'un théorème. Et une conjecture. Donc là, il faudrait préciser ce que c'est qu'une période exactement. Mais c'est beaucoup plus précis qu'une analogie, qu'une heuristique. Oui, c'est même plus précis que. Enfin, c'est le début d'un programme de travail où c'est. Qui est sorti de façon immanente des mathématiques. Ben, c'est quand même pas si courant que ça, qu'on peut se poser assez presque naïvement, comme du temps de Leibniz en maths, même de façon contemporaine, quelle est la raison suffisante de tel ou tel phénomène, et surtout là, avoir 2 réponses complètement différentes qui s'avèrent finalement équivalentes. Je voudrais juste dire un petit peu, si on veut spéculer sur les philosophèmes, justement, il y a des domaines, par exemple, la théorie algébrique des invariants. On a des procédés qui engendrent des relations entre les invariants et qui parfois se révèlent ne pas être suffisants. Des procédés d'engendrement pour des groupes non réductifs, même pour certains groupes réductifs, ou on voit dans les travaux de Noether, dans les travaux de Gordon, par exemple, des choses qui se sont révélées un petit peu a posteriori ne pas être complètes, parce que c'est un domaine assez épineux, on ne sait pas très bien ce qui se passe algébriquement, mais je pense que donc, un philosophème un peu simplifié, là, n'a pas fonctionné, en général. J'ai l'impression que justement, dans le domaine des périodes, on n'a vraiment rien découvert d'autre comme relation algébrique que celles qui sont engendrées par les découpages. Des gens en cherchaient, non, c'est ça? Oui, aussi on en a découvert beaucoup, mais à chaque fois c'est un défi, à chaque fois on démontre que c'est en fait engendré oui. comme pour les polyzétas, par exemple. Par exemple, oui. Ouais. Non, c'était juste une remarque sur le fait que le principe de raison suffisante sur le plan métaphysique général, il est toujours dans la bifurcation, hein, c'est un peu la thèse de Hume, enfin, je veux dire, on est toujours dans la possibilité de la contradiction de quelque chose qu'on pourrait être vrai. Néanmoins, ça bien sûr, mais ça fonctionne ici essentiellement comme un défi. Hein. C'est pas le cas. Ça fonctionne comme un défi, un programme de travail. Donc c'est différent d'une conjecture où la personne, celui qui fait la conjecture s'engage vraiment, pense que c'est vrai, il doit y avoir une évidence, etc. Là, c'est pas du tout pareil, c'est une sorte de... Voilà.
sorte de direction. Excuse-moi. Qu'est-ce qu'on a exactement démontré lorsqu'on a deux représentations intégrales d'une période? Est-ce que c'est vraiment démontré qu'on peut passer d'une représentation soit par une intégrale, là, oméga, sur un delta, à l'autre, par les opérations dont tu as parlé? Ça c'est démontré ou c'est une conjecture? Dans le cas des fonctionnels, Oui, maintenant c'est démontré. ça c'est démontré. Mais dans le cas des nombres, quoi, D'accord. Pas. c'est par exemple, on peut écrire par exemple zeta de 2 égale pi 2 sur 6. Les deux, une comme une intégrale double, zeta de 2, et l'autre comme une intégrale simple, ou double avec Fubini. Et c'est pas du tout évident de trouver un changement de variable. Ça a été fait, c'est un défi, mais au cas par cas, on s'aperçoit que c'est toujours possible. Mais c'est pas démontré dans le cas des corps de nombres. Non, et d'ailleurs, même si c'était démontré, c'est pas sûr que ça serait utile pour faire des calculs, parce qu'il faudrait savoir comment trouver la fonction. Il faudrait quelque chose de constructif, pas seulement d'existentiel. Oui, c'est encore une autre question, ça. Mais, une autre remarque, et qui n'a pas grand-chose à voir avec le cœur enfin, de ce que tu as exposé. Mais quand on relit ce qui s'est passé juste après Newton-Leibniz, par exemple, j'aime bien les rapports entre Leibniz et Bernoulli. Quand même, ce qui a terriblement frappé les gens, c'est qu'avec Newton et la formule F égale F gamma, on s'est mis à avoir un nombre énorme de problèmes à résoudre qui, comme dit Bernoulli, sont des problèmes résolus instantanément et immédiatement par la nature. Et qui se retrouvaient avec plein d'objets mathématiques qu'on ne savait pas calculer algébriquement. Donc, en fait, il y a eu une prise de conscience qui était impossible avant, totalement impossible. Une sorte de non-algébricité intrinsèque de la nature. Oui, c'est sûr, il y a toute la donc, botanique. On était en crise, les calculs que l'on pourrait faire sur la nature, donc derrière une espèce d'harmonie algébrique de la nature, comme autrefois, pour les Grecs, il y a une sorte d'harmonie arithmétique de la nature. Non, c'est surprenant, c'est admirable que Galilée ait pu faire quelque chose en partant seulement de géométrie euclidienne. Il était mal paré. Parti. Ça paraît très faible comme mathématique derrière. Newton, il avait quand même. Mais après, avec Euler, il y a toute une botanique de fonctions et tout ça, de fonctions spéciales. D'ailleurs, puisque tu mentionnes les lecteurs et les successeurs immédiats, j'ai oublié de faire la publicité pour ce petit livre, Reading the Principia de Guicciardini, qui est un petit chef-d'œuvre à côté du grand chef-d'œuvre que sont les Principia, parce qu'il fait d'une pierre deux coups aussi. À la fois, il prend le lecteur et il l'emmène par cercle concentrique à lire vraiment Newton dans le texte sans aucun effort. Guicciardini, Niccolò Guicciardini. Et d'autre part, c'est un livre très érudit sur les premiers lecteurs des Principia, donc Huygens, Leibniz et les Bernoulli, et leurs réactions, leurs échanges. C'est tout à fait passionnant. Chandrasekhar avait fait un ouvrage analogue. Il avait fait un séminaire de travail où il prenait une proposition de Newton, ne regardait pas la démonstration de Newton, il faisait sa propre démonstration, après il comparait avec Qui ça Chandrasekhar. Le livre que tu as là, c'est quoi? Ça, Principia. Principia. Oui, mais dans quelle édition? Duno, en français. Marquise. Sur les philosophèmes, sur la notion de philosophème, vous nous avez présenté deux philosophèmes dont le sens est inverse l'un de l'autre. Et puis, quelqu'un démontre qu'ils sont équivalents. C'est quand même dérangeant pour la notion d'intérêt intrinsèque d'un philosophème. Ou comment est-ce qu'une équivalence a pu être démontrée? On a bien dû sortir du niveau du philosophème.
Absolument, absolument. Ça repose sur toute la théorie des motifs. Absolument. Mais du coup, ça doit interroger sur le caractère inverse des philosophèmes, non? Mais il y a un croisement d'une. La théorie, dans le cas des corps de nombre, contrairement aux corps de fonction, est toujours incapable de démontrer, de soutenir ces philosophèmes, mais elle est capable de démontrer que les points de vue sont équivalents. C'est étonnant, mais pas trop si on pense que, en fait, j'ai présenté le cadre naturel pour comprendre ces histoires de période, c'est la théorie des motifs. C'est vrai jusqu'à un certain point, mais quand même, la question fondamentale qui est derrière chez Leibniz, c'est une question de nombre transcendant. Et ça, la théorie des motifs n'a rien à dire là-dessus, c'est disjoint. Donc c'est cette partie-là qui manque, et comme j'ai dit à la fin, la théorie des nombres transcendants est ensablée depuis 25 ans. Et la théorie des motifs fait des progrès gigantesques, mais peut-être que dans un quart de siècle, ça sera le contraire, qui sait. Donc c'est une combinaison de choses. Mais le rôle des philosophèmes a été essentiel, même pour le développement de la théorie, pour donner des directions. Où se situent les conjectures standards de votre livre? N'interviennent pas, en fait. Non, n'interviennent pas. Non. Contrairement au programme qu'il avait voulu. Oui, mais sur ce point, il a. Si on les avait, évidemment, ce serait mieux, mais elles ne sont pas fondamentales. Disons que on peut dire que c'est un problème fondamental, etc., mais ce n'est pas un problème de fondement de la théorie. En tout cas, pour tous ces développements, on s'en passe. Oui, mais ce n'était pas la manière dont il avait vu les choses. Non, mais sur ce point, il n'a pas forcément bien vu le. Oui. Et tant mieux, parce qu'ils ne sont toujours pas démontrés. Pour dire qu'elle a ensablé la théorie, heureusement, je pense qu'il n'y a pas d'experts d'assistance, on ne suit pas dessus. Et il y a beaucoup de résultats qui sont obtenus avec des méthodes purement analytiques, en fait, avec des inégalités, des intégrales, des récalculs. Pour les résultats sur la dépendance linéaire des états aux impairs, ou même des polyétats, il y a des résultats qui reposent vraiment sur l'analyse. Un petit peu d'analyse, oui. Parlé, en fait, à la fois dans la théorie de Grothendieck et dans la théorie des non, c'est différent. C'est des symboles formels. On reste à un niveau quand même purement algébrique, j'ai l'impression. Le problème, c'est pour. Dans la transcendance, il y a des résultats qui sont obtenus par l'analyse. Pour faire un discours un peu philosophique, je dirais on peut distinguer des théories mathématiques un peu suivant leur caractère conceptuel ou non, et même quantité de concepts. Par exemple, l'algèbre commutative ou la géométrie algébrique, c'est extrême. Il y a énormément de concepts. Étal, tout, espace tangent, tout ça. La géométrie différentielle, pareil. Et puis il y a des disciplines qui en ont très peu. Je prendrais la géométrie diophantienne. Je parle de concepts propres, pas de concepts importés. Par exemple, géométrie diophantienne, je pense qu'il y a un seul concept. C'est le concept de hauteur. Hauteur d'un nombre algébrique, hauteur d'un point algébrique. Et les théories des nombres transcendants, je pense qu'il n'y a aucun concept. C'est une théorie sans concept, mais c'est une théorie qui importe quelques concepts, mais qui a plein de méthodes et d'astuces et de choses comme ça, mais qui n'a pas de concept propre. Donc on peut peut-être se demander, poser la question finalement, est-ce qu'une théorie qui n'a pas de concept finit par mourir, ou en tout cas s'ensabler au bout d'un certain temps? Parce qu'elle a essentiellement une méthode qui est celle d'Hermite et Lindemann, qui a été raffinée, méthode de Baker, etc. Et puis, oui, mais c'est toujours la même méthode. Non, mais ça c'est un débat fort, je pense, dans les gens qui travaillent actuellement, c'est quels sont les outils qui sont adaptés pour vraiment résoudre les problèmes. C'est quand même une vraie question philosophique. Oui, mais en plus ça devient une question sociologique, parce que quand il n'y a plus rien qui se passe au bout de 25 ans, les ouvriers qui travaillent dans le chantier font autre chose, et puis il n'y a plus personne, et puis donc ça n'avance pas. Un cercle vicieux. Et puis le savoir-faire se perd aussi, parce que c'était tout un savoir-faire, les nombres transcendants. Il faut ajuster des constantes. Oui, à ce moment-là, comment vous définiriez, c'est un peu la question un peu bête, de vrai concept, quelque chose de conducteur La question n'est pas trop de définir des concepts, mais ça serait sans doute intéressant d'introduire des concepts dans cette théorie, mais c'est absolument non trivial. C'est un phénomène d'ailleurs très mystérieux. Par exemple, l'algèbre commutative
bon, il y a eu les grands théorèmes précurseurs, évidemment les 3 théorèmes de Hilbert, mais elle a bénéficié du fait que Krull a introduit 4 concepts absolument fondamentaux, la localité, la complétion, la notion d'anneau régulier, et puis je m'est sorti de la tête, mais les concepts fondamentaux ont été introduits en peu de temps comme ça, et ça a constitué une discipline. Après, tous les problèmes se résolvent au moyen de ces concepts. En théorie, les nombres transcendants, ça n'a jamais été comme ça. C'est une méthode raffinée, mais ce n'est pas des concepts. Mais là, quand vous dites concept, C'est un peu fort de dire ça, quoi. C'est pas suffisant, parce qu'il faut quand même évoquer. Non, mais moi je dis ça pour avoir une contradiction. J'en ai parlé à des spécialistes. Problème ou pas, donc c'est aussi pour ça que Non, mais je serais content qu'il y ait un concept. Et je sais qu'il y a des théories qui ne développent point de concept, mais qui vont dans le cœur de la difficulté et qui progressent quand même. Non, mais je ne prétends pas que ce soit essentiel. Il y a des théories comme la géométrie diophantienne qui se porte très bien en ce moment. Elle n'a qu'un concept propre, mais elle a au moins ce concept. La théorie des nombres transcendants ne se porte pas bien du tout et elle n'a pas de concept. Bon, c'est comme ça. Une autre question. Là, j'ai lu l'article de Courcellou chez Xavier là, sur les périodes. Ils insistent sur le fait qu'il y a un certain nombre soit de théorèmes, soit de conjectures qui peuvent être ramenés à des problèmes uniquement de période. En particulier la conjecture de Dirac d'ailleurs. Alors, qu'est-ce que tu penses de l'apport d'une théorie générale des périodes comme méthode démonstrative, disons? Ça suggère au moins, si on croit à ce philosophème, ça suggère, si on voit 2 nombres qui peuvent s'écrire comme des périodes, comme il y a beaucoup d'exemples dans cet article, ça suggère de le démontrer en cherchant une fonction algébrique qui permette de passer d'un côté à l'autre. Mais c'est très difficile. Bon, souvent on y est arrivé, mais ça n'a jamais été, je pense, la méthode la plus simple. Curieusement, les inégalités de période bien connues, on commençait par même pour commencer, Euler avec son zeta 2 égale plus 2 sur 6, c'est une méthode parfaitement analytique, la sinus x sur x, le produit infini, etc. Ce n'est que Calabi, Eugenio Calabi, qui a pris ça comme un défi, qui a fait ce petit calcul, mais après, c'est encore simplifié, ça se fait en 2 lignes, mais il faut inventer ce changement de variable. Mais c'est certainement, si on croit que c'est possible, ça donne au moins un peu de courage pour le chercher, enfin, au moins l'idée de le chercher. Non, c'est plutôt un paysage général, c'est l'idée que ces nombres, il devrait y avoir un groupe de symétrie de ces nombres, et ce groupe de symétrie de tous ces nombres, les périodes, devrait être précisément ce groupe de Galois motivique absolu dont j'ai parlé. Donc qui serait un peu l'analogue du groupe de Galois absolu de Q bar sur Q pour les nombres algébriques. Pour tous ces nombres transcendants, il devrait y avoir aussi un groupe de symétrie. En espérant qu'il ne sera pas aussi imaginaire que le groupe de Galois de Q bar sur Q. Ah, mais ça c'est encore un... Tant qu'on n'a pas prouvé que le théorème de Galois inverse, on ne retrouve pas. Oh, on n'en est pas encore là. On ne sait même pas décrire un 3e élément autre que l'identité et la conjugation complexe. On sait qu'il y en a une infinité, mais bon. D'autres remarques? Oui, Allez-y. Enfin, les deux philosophèmes qui paraissent opposés et qui finalement sont déclarés équivalents, c'est peut-être aussi le repérage d'une dualité. C'est pas forcément une équivalence dans le sens non pas mathématique mais philosophique, c'est-à-dire linguistique. Mettons comme une traduction dans une autre langue. Voilà. Ça serait une équivalence linguistique.
mais c'est peut-être tout simplement qu'il y a une dualité entre enfin une symétrie entre les deux philosophèmes. C'est deux façons de voir le même phénomène. Oui, on peut dire ça, mais en fait, ce qui se cache derrière, c'est un torseur. C'est un torseur des périodes. Il y a une structure géométrique qui explique ça derrière, qui est le torseur des périodes sur lequel agit le groupe bugalo-motivique. Et de dire que, enfin, un des philosophèmes est de dire qu'on a un point, un complexe tout à fait remarquable qui est Zariski-Dance, et l'autre se traduit de manière. Quand on regarde plutôt l'algèbre des fonctions sur le torseur que le torseur lui-même, donc il y a une dualité, si vous voulez. Oui, j'ai mentionné qu'Ayoub faisait un cours, mais sur quoi il fait son cours alors? Conservativité. La conservativité des réalisations, c'est autre chose. Juste une dernière question, le théorème, c'est votre théorème, c'est ça, l'équivalence? Non, c'est déjà dans l'article de Kontsevitz. Et c'est vrai aussi dans le cas arithmétique. Ce qu'a démontré Ayoub, j'aurais dû l'écrire. Ce qu'a démontré Ayoub, c'est non seulement qu'ils sont équivalents, mais ils sont vrais dans le cas fonctionnel, les deux philosophes. Non, merci.